Régine Charvet-Pello, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue à cette émission Femmes et Entrepreneurs à Tours aujourd'hui. Alors, merci d'avoir accepté de témoigner. Donc, vous avez deux casquettes, une casquette d'entrepreneur. Et puis aussi, vous êtes engagé donc au niveau de la ville, justement. Est-ce que vous allez nous expliquer? Alors déjà, vous êtes entrepreneur, donc dites-nous ce que vous faites au niveau de votre entreprise. Eh bien, cette entreprise est une entreprise de service. C'est une entreprise de design et de communication, donc plutôt une entreprise créative qui travaille surtout pour, on va dire, le public en général et qui travaille sur l'accompagnement des nouveaux modes de vie. Alors, donc vous êtes dans ce qu'on appelle les arts applicatifs. Les arts appliqués, effectivement. C'est-à-dire qu'on n'est pas des artistes, mais on amène de la création dans l'industrie en général. Et c'est quelque chose c'est une passion pour vous, justement, de créer, Qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette activité? C'est relativement simple, en fin de compte. Jeune adolescente, j'ai pu entrer à l'école Boulle. J'ai réalisé... Sur concours, je suppose. Ah oui, c'est un travail... C'est assez dur, oui. C'est dur, voilà. Mais bon, chaque école sa difficulté. Et donc, je suis sortie avec un diplôme de designer. Et après avoir travaillé quelque temps à Paris, je me suis installée avec mon mari en province et n'ayant pas la même je veux dire, offre qu'à Paris, en fin de compte, j'ai ouvert mon entreprise il y a 25 ans. Et donc, vos clients, c'est plutôt des très grandes entreprises, puisque vous faites du design, mais sur des choses, sur des tramways Alors, on a plusieurs grandes activités, effectivement. Oui. On travaille sur le monde industriel du transport public. Oui. On travaille sur l'énergie, sur le design de l'énergie, le design de l'éducation et tout ce qui est culturel. Donc, on a vraiment un champ assez large, mais toujours orienté utilisation, service public. Mais dites-moi, vous n'êtes pas facilité les choses, compte tenu que vous aviez affaire à des grandes entreprises publiques ou privées d'ailleurs, mais en vous installant en province, parce que souvent elles sont plutôt dans les grandes villes en Île-de-France. Donc, alors vous êtes allé les chercher comment, ces clients? Écoutez, j'aime beaucoup relever les challenges. En général, je suis une femme plutôt combative et en tous les cas qui aime bien la motivation. Et je trouvais que déjà le monde industriel dur, ferroviaire, puisque effectivement je dessine des trains, des trams, des TGV, etc. C'est un monde relativement masculin. Et rien que le plaisir d'imaginer que je puisse entrer dans ce monde et, je dirais, y réussir, le mot réussite est encore... je pense qu'on ne met pas les mêmes valeurs que les valeurs masculines sur le mot réussir. Oui, c'est peut-être là où il y a une différence. Mais effectivement, je dirais, y trouver un moyen d'épanouissement et un moyen aussi de se positionner comme un des grands acteurs du design ferroviaire, ça m'a beaucoup plu. Et alors bien sûr, la France ne vous a pas suffi, et puis vous avez eu des projets à l'étranger, donc et vous avez participé justement à des aventures intéressante. Donc, Oui, effectivement, j'ai pas mal travaillé, d'ailleurs toujours dans le monde du ferroviaire où on est relativement connu. On fait partie des 10 grands intervenants de design ferroviaire en Europe. Mais j'ai dessiné effectivement le tramway d'Alger, celui de Constantine. Et donc, alors justement, en plus dans des pays comme cela, comment une femme est perçue? Alors, parce qu'il doit y avoir plus d'hommes que de femmes dans... Mais globalement, il y a toujours dans ces métiers du ferroviaire et on va dire de l'équipement lourd, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et je dis comme boutade que mon papa m'a toujours empêché de jouer au train électrique quand j'étais petite. Et bien maintenant, j'en fais des vrais, voilà. Mais oui, effectivement, c'est très intéressant parce que c'est un monde éminemment masculin. Donc avoir un autre discours, travailler autrement, avoir un autre point de vue sur le transport public, eh bien forcément,
Au début, c'était pas si simple, puisque j'étais quand même beaucoup plus jeune. Maintenant, j'ai quelques années de plus. Oui, puis vous avez une renommée. Mais on l'a pas tout de suite. Oui. Donc, mais les gens se sont très vite intéressés au discours que je pouvais donner sur une nouvelle façon d'envisager la conception, le design des trains. Alors, vous avez aujourd'hui une belle entreprise à forte valeur ajoutée, mais par rapport justement au chiffre d'affaires, j'étais surprise par le nombre de salariés, parce que vous dites que ça varie suivant les années, mais vous êtes... On est une petite douzaine, ou très très orientée sur, on va dire, la stratégie projet. Oui. À chaque projet, je remonte une équipe qui est composée des internes, qui savent défendre les valeurs, la qualité et, je dirais, la compétence de l'entreprise avec un certain valeur essentielle. Et puis, il y a toujours des experts extérieurs. Alors, ça veut dire que, clairement, pour vous externaliser une partie de l'activité, justement pour garder cette souplesse et aussi peut-être ces compétences en fonction des différents projets. Donc vous avez fait des choix qui sont pas toujours bien compris par les femmes, parce que souvent on veut tout maîtriser en interne. Vous dites, pour être justement réactive, pour aussi avoir les meilleures compétences, il y a une partie que je vais garder en interne, mais il y a une autre partie que je vais externaliser, et clairement, à chaque projet, je vais rechercher les meilleurs. Ce qui est clair, c'est qu'on ne peut jamais tout faire tout seul. Ça, c'est un point de départ essentiel. La meilleure façon de travailler déjà dans sa propre entreprise, c'est de savoir déléguer ce qu'on sait le mieux faire à ceux qui vous entourent, je dirais, d'une façon permanente. Ensuite, effectivement, quand on a une affaire, un projet, je dirais que ce soit du service ou d'autres choses, mais plus particulièrement dans mon cadre où on a vraiment une stratégie de projet, eh bien, plutôt que de vouloir systématiquement engager des gens dont la spécialité, par exemple, très précisément l'ergonomie, très précisément le développement durable, etc., dans toute une série de domaines, j'ai un magnifique carnet d'adresses d'experts que je vais chercher, plus spécifiquement pour monter le projet, pour le répondre et pour y répondre avec la plus grande pertinence. C'est-à-dire, 1, savoir déléguer, 2, savoir très bien chercher ses partenaires. Et c'est comme ça qu'on peut faire beaucoup plus de projets. Donc du coup, avoir une exigence par rapport à son propre travail et à ses propres affaires. Donc augmenter considérablement sa capacité et être plus lisible vis-à-vis des autres. J'aime beaucoup ce discours, parce que moi je le dis avec avec mes mots à moi, mais là vous prouvez ce que je dis tous les jours à ma conférence, c'est de déléguer, recruter, externaliser si vous ne voulez pas recruter, mais restez pas tout seul à tout faire, vous usez. Je crois que si on veut aussi avoir du temps pour soi, pour sa famille, si on veut avoir le temps de faire de la veille et d'innover, de chercher les idées, on ne peut pas être tout le temps le nez dans le guidon. Donc voilà, donc vous êtes la preuve que effectivement, si vous arrivez à avoir une aussi belle entreprise avec une forte valeur ajoutée, c'est parce que vous avez accepté de faire ce travail, et qu'aujourd'hui vous déléguez beaucoup, et puis vous externalisez ce que vous ne... Peut-être aussi, là où vous trouvez des compétences en externe que vous n'auriez peut-être pas suffisamment en interne. C'est ça aussi, de se mettre dans une dynamique de progrès, comme je le dis, et de développement. Oui, c'est essentiel. Si je n'avais pas su déléguer, si je n'avais pas eu aussi la curiosité d'aller voir des mondes, je dirais, complémentaires aux miens, eh bien, je ne pourrais pas être élue. Je suis quand même adjointe au maire de ma ville. Être adjointe au maire à l'éducation, donc, parce que je considère qu'en termes de valeurs, c'est ce qui porte le plus pour l'avenir. Enfin, donc, vous avez complètement raison. C'est là qu'il faut travailler, justement, changer les choses pour les femmes. C'est au niveau de l'éducation pour commencer. Donc, effectivement... Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir, en même temps que mon activité de chef d'entreprise PME, d'avoir une activité d'adjoint au maire. Ça permet aussi de gagner beaucoup en humilité, c'est-à-dire de ne pas rester juste dans son monde
et d'imaginer que ce monde est fermé, mais d'aller se confronter aux problèmes des autres. Et puis de rester dans la réalité. Et rester dans une réalité de terrain qui n'est pas la vôtre. Alors c'est peut-être là qu'il y a la différence, parce que vous m'avez dit, je suis une femme engagée. Ah, mais j'ai dit, mais vous êtes une femme politique, mais dit non, je suis une femme engagée. Et je crois peut-être que c'est là la différence, c'est que vous restez une femme de terrain. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous me disiez qu'il n'est pas nécessaire d'adhérer à un parti pour s'engager justement dans sa ville, dans sa commune, et qu'on peut être utile aux autres tout en étant utile à soi-même aussi, sans obligatoirement adhérer à un parti. Ça, alors, vous voyez, donc l'engagement n'a rien à voir. L'engagement dans la société, dans sa ville, sur son territoire, sur sa région, n'a rien à voir avec l'engagement seulement politique. L'engagement politique, c'est-à-dire se prendre une carte dans un parti, c'est une chose, mais c'est pas une finalité en soi. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses pour la société, donner son temps pour que la société s'améliore. Être chef d'entreprise, c'est en partie donner son temps, même s'il est rémunéré, pour qu'une partie de la société soit améliorée. Puisqu'on fait vivre des gens, on fait vivre des familles, on fait vivre sa propre famille, on fait vivre d'autres familles. Le fait Mais également, ça ne suffit pas. C'est donner son temps aussi pour sa ville, les enfants de sa ville, c'est ce qui m'arrive moi. Je suis aussi élue aux chambres de commerce, donc donner son temps à d'autres chefs d'entreprise. Et puis, c'est aussi le plaisir d'aller explorer des mondes complémentaires et parallèles. Et j'ai donné aussi mon temps à la recherche, puisque cette année, j'ouvrirai avec l'université un laboratoire de recherche. Écoutez, c'est impressionnant, mais je me dis, mais ce discours, est-ce que tu as déjà entendu un homme tenir un discours comme ça? Finalement, avec ces interviews, j'apprends beaucoup et je m'aperçois que quand même les femmes disent les choses... avec beaucoup d'humilité. Je regrette de devoir dire avec humanité, il va falloir qu'on invente un nouveau terme. Qu'est-ce qu'on pourrait... Mais l'humilité n'est pas ni un défaut, on va dire, n'est surtout pas un défaut. Voilà, l'humilité, c'est une façon sereine et tout à fait logique de regarder les différents apports que pourrait vous apporter votre activité professionnelle. Humilité ne veut pas dire manque d'ambition. Moi, je suis une femme ambitieuse. J'aime le pouvoir, non pas pour le plaisir d'avoir le pouvoir comme pourraient l'imaginer certains, mais simplement pour le pouvoir de faire. Et c'est parce que j'aime le pouvoir de faire que j'ai autant d'activités dans ma vie. Écoutez, on ne peut pas, je crois que c'est vraiment une belle fin pour cette interview. J'aime beaucoup ce que vous avez dit. Merci Régine. Et Merci. puis écoutez, espérons que pour le coup, bien des femmes vont, comme vous, prendre le pouvoir pour le pouvoir de faire. Je bien, l'espère. bravo. Merci. Merci.